Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, la guerre continue en Syrie. Des exactions, bombardements et toutes sortes de barbaries constituent le quotidien d'une partie de la population syrienne. Il s'agit d'abord de pertes en vies humaines, mais aussi de déchirements familiaux, de peurs vécues à tout instant, d'espoir peut-être à jamais perdu d'un avenir paisible. Le nombre de morts a dépassé les 100 000 depuis longtemps, celui des réfugiés à l'extérieur des frontières syriennes, les 2 millions sans compter les déplacés à l'intérieur. Comment en est-on arrivé là ? Qu'a-t-on fait de ce pays qui avait certes besoin de liberté et de démocratie et de réforme et de développement, mais n'espérait quand même pas se trouver dans cet enfer dont personne n'est désormais capable de montrer l'issue ? Quelle est la situation en Syrie aujourd'hui ? Quelle est la réalité sur l'utilisation des armes chimiques ? Où en est l'intervention militaire occidentale ? Quels sont les vrais enjeux des différents États et quels sont les risques encourus par la population, par les minorités et la minorité arménienne ? Notre invité sur le plateau, Bassam Tahan, géopolitologue franco-syrien, mais également par téléphone Gérard Chalian, spécialiste des conflits, nous éclaireront sur toutes ces questions. Bonjour Monsieur Tahan. Bonjour Monsieur. Et Isabelle Fuerstos, chercheuse à l'Institut français de géopolitique et spécialiste de la Syrie, qui devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement ne sera pas avec nous à cause d'un empêchement majeur. Je dois dire que vous pouvez poser vos questions ou intervenir en direct sur le sujet à partir de 11h en appelant le 01 43 53 20 74. Vous pouvez aussi réagir ou poser vos questions en nous écrivant sur réagir@radio-hypefm.com. Bassam Tahan, essayons d'expliquer. D'abord, on sait que tout le monde s'attendait à un moment donné à un scénario pas forcément similaire, mais en tout cas dans la continuité des événements qu'on a vus dans les autres pays arabes qui ont vu passer ce printemps arabe. Alors pourquoi ce scénario n'a pas fonctionné en Syrie ? Comment expliquer cette capacité de Bachar al-Assad de résister malgré l'intervention et les intérêts non pas seulement des pays occidentaux, mais aussi des pays limitrophes et des pays, on va dire, arabes qui, on le voit aujourd'hui, on nous le dit, financent, participent à cette révolution. Alors, en fait, ce n'est pas simplement Assad qui résiste. En géopolitique, la situation particulière de la Syrie au sein de ce Moyen-Orient explique cette résistance. Parce que la Syrie, qu'elle soit celle d'Assad ou non, tient plusieurs cartes. On sait très bien que le Liban, on a été détaché, donc, mais ça n'a pas rompu les liens historiques, sociaux, culturels, parentaux, religieux entre le Liban et la Syrie. Vous voyez ? Prenez les Arméniens d'Alep, la première destination d'immigration, c'était Beyrouth. Combien d'Arméniens à Beyrouth ont leurs cousins à Alep, vous voyez ? Vous passez à la Palestine. La Syrie détient aussi une carte palestinienne. Les légions de Qassam, Az-Din al-Qassam. Az-Din al-Qassam n'était pas palestinien. Il était syrien. Il est parti du littoral syrien pour faire la djihad, mais la vraie djihad, pas celle des djihadistes d'aujourd'hui, en Palestine. Vous voyez, parce qu'à l'époque, même la Palestine était une partie intégrante et intégrale du pays de Cham, de la Grande Syrie. Voyez-vous ? Il y a aussi les relations avec le Hezbollah, c'est ce qui intéresse aussi. Vous avez parlé du Liban, mais il fallait insister sur cet axe Iran, Syrie, Hezbollah au Liban. Vous avez raison face à Israël. Vous avez raison de relever ça. J'avais parlé des liens religieux. Tout le monde sait que avec la révolution khomeiniste, mais bien avant, avec l'arrivée de Hafez el-Assad au pouvoir, les Alaouites, qui ne sont pas chiites comme le Hezbollah, c'est pas au niveau rite. Chiite. Disons, je n'aime pas le terme de secte, vous savez, parce que c'est un peu péjoratif.
moi, je respecte toutes les tendances religieuses, parce que parfois le terme de secte a une connotation péjorative, comme quoi vous n'êtes pas orthodoxe. Mais moi, je m'en fous. Je suis pas orthodoxe et je suis heureux de ne pas l'être. Bon, pour ne rien vous C'était cacher. juste pour dire que c'est une, mais une filiale du schisme. Oui, c'est-à-dire que vous savez que j'étais à l'origine du concept le croissant chiite, il y a de ça 30 ans. Hein. Dès que Assad est arrivé au pouvoir, j'avais flairé que il allait, comme il était minoritaire, jeter un pont avec les chiites du Sud-Liban. D'ailleurs, on l'a vu, Assad a soutenu l'Iran contre Saddam. Et il avait raison. Vous avez raison d'ouvrir plein de parenthèses, parce qu'on va parler aussi de cette relation, dans la suite de cette relation avec les chiites. Il faut quand même constater que les sunnites en Syrie, je ne parle pas des frères musulmans, mais la population sunnite, elle n'est pas farouchement anti-Assad. Non. Et c'est là où je voulais vous parler de l'autre carte. La Syrie est bassiste. Et l'Irak l'était. Vous voyez? Vous pouvez pas, même après l'invasion américaine, balayer d'un revers de main toutes les relations du Basse. Ce sont des frères ennemis. Mais vous savez, il y a toujours attraction, répulsion dans toute relation, si je puis dire, amoureuse ou pas. Mais qui parle de l'Irak aujourd'hui? En tout cas, l'Irak de Saddam, ça n'existe plus. Alors quel est le lien avec les Assad ou la Syrie d'Assad? Vous voyez, il y a le panarabisme. C'est-à-dire, Assad a gagné doublement avec l'affaire d'Irak. Les Américains ont été vraiment stupides pour leurs intérêts. En renversant Saddam, ils ont installé la majorité. Or, la majorité est chiite. Mais ceci dit, il y a des panarabes, qui soient chiites, kurdes, même kurdes, hein. Il y a une pensée laïque kurde, parce que ce terme de panarabe, vous voyez, il faut aussi l'expliquer. La malheur du Basse, en insistant sur l'arabité, c'était la laïcité, en fait. C'était anti-musulman, entre guillemets. On est bassiste, c'est-à-dire on respecte toutes les religions, mais on est laïque. Hein. Et c'est là où la France pêche contre ses propres principes républicains de Jules Ferry, de toute la laïcité. On intervient contre Assad, qui est laïque, contre le seul pays laïque dans sa constitution, parce que la religion de l'État n'est pas mentionnée dans la constitution syrienne. Et je vous dirais que le père Assad s'est trompé à un moment donné, parce que dans le projet de la nouvelle constitution dans les années 70, on n'exigeait même pas du président de l'État syrien d'être musulman. Hein, c'était le brouillon. Et ça a été voté par les partis qu'on appelait à l'époque progressistes. Et puis Assad a, disons, fait une concession aux sunnites, en disant le président doit être musulman. Et là, son fils est tombé dans la même erreur, dans la nouvelle constitution. Et là, moi, je dis, quand on me dit vous êtes pro-Assad, je dis oui, mais avec des réserves. Une de mes réserves, c'est qu'on ne peut pas, dans une constitution de l'État qui se dit laïque, dire que la religion du président doit être le président de la Syrie peut être arménien, il peut être kurde, il peut être assyrien, il peut être druze, il peut être ce qu'il veut. Vous voyez, les gens qui sont morts sur le front dans les différentes guerres avec Israël, on leur demandait leur religion avant de les envoyer au casse-pipe sur le front. Alors, nous revenons sur cette capacité de résistance de la Syrie, parce que on sait, par exemple, prenez Erdogan. Il était très ami. La femme d'Erdogan allait prendre le café avec la femme d'Assad à Damas. C'était des relations aussi économiques et politiques. Tout allait très bien. D'un seul coup, Erdogan a dit, lui, il faut le chasser. Et on pensait tous que c'était facile, que ça allait être facile, parce que tout le monde soutenait à ce moment-là Erdogan. Alors pourquoi Assad a pu résister? Évidemment, il y a la Russie, évidemment, il y a la Chine, évidemment, il y a une certaine puissance militaire, mais quand même, pourquoi Kadhafi n'a pas pu faire pareil? Vous avez raison, là. Votre question est très pertinente. C'est que vous voyez, Kadhafi n'avait pas d'alliés. La Libye, avec tout le respect que je dois à ce beau pays,
n'a pas l'importance stratégique, géopolitique qu'a la Syrie. Vous voyez, la Libye, bon, qui soutenait Kadhafi? Sa tribu. Ça, d'une part. Par contre, les alliés de la Syrie sont nombreux. Il y a évidemment le croissant chiite qui est énorme. N'oubliez pas que même en Turquie, il y a 25 millions, près de 25 millions d'Alévis qui ont été persécutés par le sultan Selim Ier. Il avait massacré non seulement les Alévis, mais avec des chrétiens à l'époque. Vous savez, parce que si vous prenez la région de Dersim, qui est d'ailleurs du reste un nom arménien, hein, on le dit pas assez. Dersim, c'est le monastère de Saint-Siméon. Sim, c'est Siméon, c'est une abréviation. Bref. Le couvent de Siméon. Voilà, le couvent de Siméon. Vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, vous avez le Hezbollah, et vous avez des gens sunnites. Permettez-moi de dire que les Alévites, les 25 millions de Turquie, ils sont pas sensibles comme le sont les chiites d'Iran ou ceux du Liban. Ils sont dans une autre configuration psychologique, mentale et relationnelle avec la Syrie. Mais ça change. Ça change. Doucement. Ça change. Pourquoi ça change? Parce que j'ai beaucoup d'amis turcs et on en discute. Le peuple turc aujourd'hui, on a marre de la laïcité imposée d'en haut, d'Atatürk. D'ailleurs, c'est Atatürk qui a fait les massacres de Dersim, où il y a eu à peu près 40 000 morts. Et jusqu'à maintenant, je vous rappelle que dans la même région, il y a des milliers d'Arméniens qui vivent pas comme citoyens de second rang, mais du 36e rang. Ils doivent même cacher leur religion, pratiquer la dissimulation pour ne pas payer un impôt, un tribut fort au service secret turc. Et, vous voyez, et puis, il faut pas oublier que cette masse alévi, il y a des Kurdes alévis, il y a près de 4 millions. Ça, on l'ignore. Hein. Il y a des Arabes alévis. Il y a des Turcs alévis qui à l'origine, étaient arabes et qui ont été turquisés. Et l'histoire de cette persécution contre les alévis en Turquie, on en reviendra, si vous voulez. Ça a duré depuis Selim Ier jusqu'à nos jours. Ça, personne ne le... Donc, mais laissez-moi ajouter... Revenons aux alliances. Oui, aux alliances, il y a aussi des sunnites qui soutiennent. Écoutez, Khaled Mash'al, le responsable politique du Hamas, était à Damas. Oui. Ok, il a mal joué. D'ailleurs, vous voyez maintenant les pauvres Palestiniens, ils n'ont plus rien. Et là, moi, je vous dis, les pays du Golfe, leurs responsables sont de vrais salauds par rapport à la cause palestinienne et la cause arabe de manière générale. Ils ont bradé la Palestine. Ils ont bradé le Hamas. En contrepartie, il faut que la Syrie soit détruite. Parce que si la Syrie sort victorieuse de cette épreuve, les pétromonarchies du Golfe, ça va être leur tour avec ce printemps arabe. Et là, d'une manière beaucoup plus sérieuse. Et c'est pour cela qu'ils insistent. Pourquoi Hollande a reçu les 3 ministres jordaniens, émiratis et saoudiens? C'est justement, si l'Amérique ne bombarde pas la Syrie, ils sont embêtés. Il faut faire une guerre terrestre. Et là, ils massent des troupes en Turquie. Des centaines de tanks turcs occupent la frontière de 900 km avec la Syrie. Une armée de 30 000 hommes est constituée, entraînée par des Américains en Jordanie, vous voyez. D'autres, les sunnites de la Sahwa, vous vous souvenez que les Américains avaient aidé, sont également enrôlés contre la Syrie. Donc, vous ajoutez dans ces alliances syriennes beaucoup de Palestiniens. Qui c'est le pays qui s'est jamais arrêté de se battre pour les Palestiniens? C'est la Syrie. Qu'on me dise le contraire, hein? Bien avant 48. Vous voyez? C'est pas, d'une part, d'autre part, vous avez, comme je vous ai dit, dans les alliances, la tendance panarabe. Il y a des sunnites laïcs qui n'admettent pas que le bastion de l'arabité, compris dans le bon sens du terme, parce que le panarabisme a aussi fait des bêtises, hein? Il faut le dire, quand ils se sont attaqués aux Kurdes à un moment donné en Irak. Mais ce même panarabisme
a autorisé aux Arméniens de Syrie d'enseigner leur langue, de chanter en arménien, d'avoir des associations arméniennes. Moi, je viens d'une ville où je vous dis que peut valoir Alep sans ces Arméniens, honnêtement, et ce n'est pas du parti pris. Hein. Je vais vous donner un exemple pour vous faire rire un peu ce matin. Demandez dans le monde entier, du monde arabe j'entends, quel est le meilleur kebab? On va vous dire le kebab d'Agob à Alep. Agob, c'est un Arménien. Voilà. Je termine alors par ça, le kebab. Évidemment, on peut donner de meilleurs exemples concernant... Non, mais c'est une façon de parler. Vous demanderez à n'importe quel prince du Golfe ou n'importe quel maghrébin, il vous dit « Ah, j'ai goûté le kebab, c'est le meilleur kebab au monde ». Alors ça va faire des jaloux côté turc. Nous sommes en ligne avec Gérard Chalian. Gérard Chalian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on est en train de voir aujourd'hui tout d'abord pourquoi Bachar al-Assad a pu résister malgré toutes les difficultés qu'on voit maintenant qu'il a sur le terrain et aussi dans ses relations internationales. Alors est-ce que vous pourriez nous définir ou nous présenter l'état des forces aussi bien du gouvernement syrien que des rebelles et les différentes factions qui sont ces rebelles aussi? Oui. La situation est évidemment extrêmement complexe sur le terrain. Du côté de Bachar el-Assad, effectivement, peu de gens se seraient attendus il y a un peu plus de 2 ans et demi à ce que ce régime puisse tenir aussi longtemps. Bon, il tient d'abord parce qu'il est le dos au mur et qu'il n'a pas beaucoup de chances de survie s'il tombe. J'entends la survie de l'ensemble du groupe dit des Alaouites. C'est une minorité qui exerce une dictature sur une majorité sunnite, plus, dans le cas particulier de la Syrie, un certain nombre de minorités ethniques et ou religieuses, et qui s'appuient d'abord sur un appareil policier extrêmement bien organisé depuis 2 générations, une armée qui, pour l'essentiel, est tenue à l'échelon des officiers par les Alaouites et qui dispose de 2 divisions, la 4e particulièrement, qui sont des divisions d'élite et qui sont intervenues à plusieurs reprises chaque fois qu'il a fallu se battre pour reconquérir une position menacée. Ajoutons à cela l'aide importante apportée par l'Union soviétique. Pourquoi l'Union soviétique? L'une des raisons, c'est aussi parce que sur la Libye, le Conseil de sécurité... Vous voulez dire la Russie? Oui, je parle de la Russie. Oui, vous avez dit l'Union soviétique, oui. Mon Dieu, que les habitudes sont longues à perdre. Oui. Alors, la Russie, en ce qui concerne le problème libyen, avait, en même temps que la Chine, voté au Conseil de sécurité pour que l'on défende à Benghazi les populations menacées par le régime de Kadhafi. Ce qui a été fait dans la pratique a largement outrepassé ce qui était convenu. Donc, Chinois et Russes, et particulièrement les Russes, se sont sentis lésés, floués, et cette fois, ils n'ont pas l'intention qu'un quelconque vote du Conseil de sécurité puisse être voté pour intervenir. Donc, n'interviendront, s'il est question d'intervenir, que ceux qui voudront bien le faire, ce que les Américains appellent en général the coalition of willing, c'est-à-dire ceux qui veulent bien être avec nous. Ajoutons également l'importante aide qui est apportée par le Hezbollah, qui représente la force politique la mieux organisée au Liban, et qui représente 30 à 35% de la population, avec de très loin les troupes les mieux aguerries. Ils l'ont prouvé il n'y a pas très longtemps en 2006 à Koussaïr. Oui. Ah, à Koussaïr en Syrie, oui. Moi, je parlais de l'intervention israélienne et puis la résistance en 2006. Celle de 2006, oui, était tout à fait probante aussi et tout à fait étonnante. Effectivement, les Israéliens ont perdu là 117 hommes, sans compter une trentaine de civils, et d'après les chiffres israéliens, ils n'auraient tué que, je dis bien que, parce qu'en général c'est toujours d'un rapport de 1 à 10 et au-dessus, que 590 membres du Hezbollah, c'est-à-dire un rapport de 1 à 4, ce qui est très faible. C'est donc une opération, effectivement, qui, sur le plan militaire, est plutôt un succès pour les gens du Hezbollah, en tout cas, tout à fait inattendu en ce qui concerne l'armée israélienne. La première défaite de l'armée israélienne. Voilà.
sont comptés, disons, invincibles, réels ou supposés. En ce qui concerne l'aide iranienne, elle est extrêmement importante. Il y a, du côté des Pasdaran et particulièrement de leur état-major, de leurs troupes d'élite, il y a participation. Et enfin, il y a aussi l'Irak de Nouri el-Maliki, qui, depuis l'intervention de 2003 de George W. Bush, a amené, malencontreusement pour les Américains, un allié supplémentaire à l'Iran en mettant au pouvoir la majorité chiite, par un vote démocratique, puisqu'ils sont 60%. Là aussi, l'aide passe par l'Irak. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a une nébuleuse que personne ne contrôle, avec une coalition, une armée, etc., dont la direction a changé au cours des 2 dernières années 3 ou 4 fois, avec des groupes qui n'obéissent pas à un commandement unifié. Donc il n'y a pas du tout, disons, contrôle et commandement. Et puis on a sur les franges beaucoup mieux organisés, beaucoup mieux armés, ceux qu'on appelle les salafistes. Alors on a d'une part Jabhat al-Nusra, qui est bien organisé, qu'on crédite de chiffres plus ou moins fantaisistes, qui peuvent aller de 3000 jusqu'à 7000. Et puis on a... C'est les gens d'Al-Qaïda en quelque sorte. C'est ça, c'est ceux qui se réclament d'Al-Qaïda, qui ont dit carrément, nous faisons partie d'Al-Qaïda de façon officielle. Et puis il y a ce mouvement qui est encore plus extrême, Jabhat al-Sham, qui se veut en quelque sorte une sorte de liaison entre la Syrie et l'Irak, c'est-à-dire ils veulent former en quelque sorte une union salafiste entre la Syrie et l'Irak. Ceux-là tiennent fortement une importante partie des postes frontières à la frontière turque, à l'exception de la partie qui est tenue au nord-est par les Kurdes, avec lesquels d'ailleurs ils se sont battus à plusieurs reprises. Donc il est très difficile de dire qui on appuie dans la mesure où il n'est pas question, comme les Saoudiens ou le Golfe, d'appuyer les salafistes. Et ça c'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est-à-dire que en principe l'Arabie Saoudite est un allié de l'Occident et des États-Unis tout particulièrement, et en même temps, elle aide des adversaires. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne le Conseil, disons, qui s'érige en quelque sorte comme le représentant de ceux qui sont plus libéraux, ou je sais même pas comment les appeler, moi, moins extrêmes en tout cas, bon, dans lesquels il y a de tout. On a acheminé pour l'instant quelques armes, surtout ce qu'on appelle le non létal, c'est-à-dire les aides. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont réduits à ne plus très bien savoir que faire, compte tenu de la partie d'échecs que vient de jouer M. Vladimir Poutine, en disant que, après tout, on pourrait contrôler effectivement ces armes chimiques, dont apparemment il y a eu usage à la fois du côté du régime de Bachar al-Assad et, semble-t-il, aussi du côté d'une des factions qui lui sont opposées. Alors, on va parler de l'arme chimique et puis de ses conséquences, mais vous, en tant que spécialiste de conflits armés, est-ce que, selon vous, sans l'utilisation de ces armes chimiques, les armes de destruction massive, etc., est-ce que les forces des rebelles sur le terrain sont suffisantes pour pouvoir renverser ce régime qui est quand même assez solide? Est-ce qu'on est en train de jouer sur la durée, ou est-ce qu'il y a une stratégie militaire pour frapper vite et fort pour bouleverser la donne dans le pays? Ça, c'est la question à $100 000. Disons que en laissant les choses en l'état, le gouvernement syrien, l'État syrien a les moyens de tenir longtemps. Les forces dites rebelles et disons composites ne peuvent pas l'emporter là dans un délai disons proche. Pourquoi il y a pas d'union parmi ces forces? Il n'y a pas assez d'armement? d'armement? Il y a concurrence. Il y a concurrence.
il y a des factions qui se combattent, etc., etc. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de l'emporter. Donc, dans cette affaire, nous avons en somme au centre une guerre civile syrienne. De surcroît, nous avons une guerre régionale entre chiites et sunnites, et parmi les sunnites, des sunnites salafistes, c'est-à-dire extrêmes, al-qaïdaïstes ou non. Et puis nous avons la partie numéro 3, c'est-à-dire la crise internationale, avec d'un côté la Russie, de l'autre les États-Unis et l'Europe. Bon, pour l'instant, on en est à tergiverser sur que faire. Rien n'est simple. Très franchement, enfin, ceux qui vous disent que y a qu'à y aller, c'est très bien. Bon, alors on frappe. Et qu'est-ce qu'on fait après? Comment règle-t-on le problème? Honnêtement, ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie, c'est ce qu'on appelle un imbroglio, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement difficile à démêler et dont l'issue est incertaine. Mais nous sommes obligés quand même, Gérard Chaliand, de parler de solutions, parce que nous qui sommes des spectateurs, et puis on voit tous les jours sur YouTube et partout des scènes assez atroces, des violences extrêmes. Ça peut pas durer très longtemps. Les gens sont partis, d'autres sont dans le pays, mais dans la misère. Il y a plus de travail dans certaines régions, et puis tous les jours il y a des morts. Ça peut pas continuer. Pour vous, quelle est la solution? Alors, on peut très bien parler de solutions pour le peuple, pour qu'on s'en sorte, etc. Et puis il y a la solution politique qui devrait intéresser et puis créer une sorte de solution commune à tous les États intéressés par la Syrie. États-Unis, France, Russie, Chine, Iran. Quelle est la solution? Y en a-t-il une? On a le sentiment que la solution politique, avec pression bien sûr, avec toutes les pressions nécessaires, avec en même temps ce qu'on appelle toutes les options sur la table, la solution politique serait de loin préférable compte tenu de l'état, disons, de la situation. Ceci dit, tout ceci peut effectivement être changé. Par exemple, si l'opinion publique pousse davantage les Américains à agir, ce qui ne semble pas être le cas. Le Congrès n'a pas l'air du tout intéressé à voter pour une intervention armée. Il faut dire que bon, il y a eu derrière eux ce qu'a coûté l'Irak, ce qu'a coûté et ce que coûte encore l'Afghanistan. Il y a l'opération libyenne qui, en définitive, pour eux, c'est la perte d'un ambassadeur à Benghazi et un désordre constant dans le pays avec des dégâts collatéraux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui au Mali et au Niger. Bref, les choix ne sont pas simples. Alors, est-ce que, comme le président Obama l'avait laissé entendre il y a de ça une dizaine de jours, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un coup de semonce pour dire vous avez franchi la ligne rouge, etc. Mais là, avec la proposition Poutine et avec l'acceptation par Bachar al-Assad que effectivement son arsenal soit mis à disposition de l'Organisation des Nations Unies pour inspecter, neutraliser, etc., on est dans une position d'attente. Voilà, moi je crois que je ne peux pas aller plus loin que cela. Conjoncturer au-delà, c'est difficile. En tout cas, bravo à ceux qui ont la solution toute faite. Merci Gérard Chaliand, merci pour votre participation ce matin dans ce quart sur table. Donc, voyons voir, Bassam Tahan, la solution. Quelle peut être cette solution quand on voit que la Russie, avec la Syrie qui a accepté, on va comprendre que il y a des échanges permanents entre la Russie et la Syrie, donc c'est pas la Russie qui a proposé et la Syrie a accepté. Ça a été quelque chose de convenu ensemble. Mais ce scénario de se dire, attendez, on va signer la convention sur l'utilisation ou la non-utilisation des armes chimiques. L'affaire est réglée maintenant, c'est fini? Non. D'abord, je profite pour saluer Gérard Chaliand et je lui rappelle les bons vieux jours de la guerre d'Irak où on était ensemble à LCI. Et on a eu l'occasion de commenter ce qui se passait en Irak. Ça remonte à une dizaine d'années. En gros, je suis d'accord avec les analyses de Gérard Chaliand et j'estime qu'on ne l'entend pas assez souvent dans les médias français parce que justement... Vous non plus. Oui, mais ça, c'est les médias. Vous savez, aujourd'hui en France, on est dans une ère stalinienne, si je puis dire, des médias
Parce que si vous apportez un autre son de cloche dissonant, alors là, c'est fini, hein, vous êtes exclu. Il y a des listes noires, je l'ai clamé haut et fort, et prouvé. Mais enfin, passons. C'est un autre problème, celui des médias. Revenons, si vous voulez, à cette histoire de solution, comment la Syrie a accepté. Toute cette histoire de chimique était un prétexte pour coincer la Syrie. La Syrie est dans le collimateur des États-Unis, des Israéliens, des Occidentaux depuis le début. C'est pour cela que je ne crois pas à la théorie du complot. Mais en géopolitique et en géostratégie, vous avez des choses, des constantes et des variables. Donc, ce qui est constant, c'est que la Syrie est dans le collimateur. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose d'accidentel, une variable qui arrive, ça va dans le sens des constantes. C'est-à-dire, on a profité de ce printemps arabe pour détruire la Syrie. Pourquoi détruire la Syrie? Je l'ai développé maintes fois. Parce qu'elle n'a pas signé de paix avec Israël, parce que c'est un pays laïque, parce que c'est un pays allié de l'Iran, parce que c'est un pays qui s'oppose au Golfe, parce qu'il y a différentes raisons, vous voyez. Et il en est de même. Il y a aussi des raisons économiques qui permettront demain, si la Syrie est dans les mains du Golfe et de l'Occident, de faire acheminer le pétrole du Golfe à des prix beaucoup moins coûteux vers la Turquie, le Liban et d'autres pays. Donc il y a aussi des intérêts économiques. Je vous remercie d'apporter cette précision. Et même historiquement, ils ont tout fait pour que la Syrie ne soit pas riche économiquement. Par exemple, je vous donne des exemples historiques. Mossoul, dans les cartes de Sykes-Picot, dépendait de la Syrie. C'était la région bleue. Bon. Or, il se trouve que Mossoul, c'était plein de pétrole. À un moment donné, la France a cédé Mossoul aux Anglais. En contrepartie, elle a eu, je crois, 23,5% des rentes pétrolières. Parce que, sachant l'importance de la Syrie et son engagement politique contre Israël et l'Occident, ils ne pouvaient pas permettre à ce pays d'avoir le pétrole du nord de l'Irak actuel. Un autre exemple. La Syrie avait un port sur la Méditerranée très important, qui est celui d'Alexandrette et d'Antioche. Tout ce qu'on appelle le Sanjak, ce que les Turcs appellent le Hatay, ce que nous on appelle en arabe Al-Liwa Salib, c'est-à-dire le département spolié, volé, n'est-ce pas, par les Turcs. Ça aussi, c'était important. On nous a privés de cet accès à la Méditerranée. Ça explique, si vous voulez, le développement du port de Beyrouth. Mais ça, je veux pas vous faire un exposé sur l'aspect portuaire de la région. Un troisième facteur économique dont la Syrie a été privée par les Français, c'est toutes les réserves d'eau. La Syrie naturelle va jusqu'à la petite Arménie, et j'insiste, l'est de la Turquie, c'est la petite Arménie. Au temps des croisés, c'était des petits royaumes arméno, syriaco, tous chrétiens. On peut pas nier cela. On peut pas nier cela. C'est une donnée historique. Toutes les réserves d'eau de l'Euphrate, des affluents de l'Euphrate, se trouvaient dans cette région. Mardin, Diyarbakir, et d'ailleurs les noms. Vous lisez les chroniqueurs arabes, ça a toujours été la Djézireh, ce qu'on appelle la petite île chez les géographes arabes, un territoire où il y avait arméniens, chrétiens, kurdes, mais qui était bien intégré. Vous voyez, on nous a privés d'eau aussi. Et on nous a mis sous la tutelle de la Turquie à cause de l'Euphrate. Avec les barrages. Vous voyez, un embargo pratiquement du pétrole, des accès à la mer, de l'eau. Vous me suivez? Également, cette mutilation de la Syrie, avec la création de la Jordanie, qui est un État tampon, tout le monde le sait. Dites-moi à quelle période avant le XXe siècle la Jordanie a existé dans l'histoire comme pays indépendant. Mais jamais. C'est la province sud de Damas. C'est la province, encore une fois, des chrétiens arabes. C'est là, avec le Horan, ça fait une unité. Je ne veux pas entrer. Donc, ce prétexte chimique, vous voyez, c'était justement pour coincer les Syriens.
je ne vous cache pas, moi, une semaine à l'avance, j'en ai parlé et j'ai proposé au monde entier, sur Radio Téhéran, vous pouvez écouter l'émission pour une initiative iranienne, que la Syrie avait une solution, c'est celle de faire partie, n'est-ce pas, de signer la convention pour le chimique et éventuellement de détruire ce chimique. Et, vous voyez, je dis pas que j'étais l'instigateur, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai été entendu, peut-être que il y avait d'autres esprits qui avaient la même idée. Alors, et moi, je tiens à dire que j'ai exposé ça une semaine à l'avance Mais les autorités syriennes savaient que l'utilisation de l'arme chimique allait provoquer une réaction non pas seulement auprès des gouvernants du monde occidental, mais aussi auprès des peuples, parce que l'arme chimique, c'est en quelque sorte la ligne rouge. Alors, est-il vraisemblable, l'ONU commence à dire que effectivement il y a eu une utilisation de la part des autorités officielles de la Syrie, enfin de l'armée syrienne, mais quand même c'est illogique parce que c'est ce qui allait provoquer une réaction rapide et violente de la part des Occidentaux. Oui. Alors pourquoi la Syrie aurait utilisé cette arme et non pas contre les rebelles, d'après les images qu'on a vues, mais contre des civils? Alors quelle est la logique de cette opération? Vous voyez, les premiers à avoir utilisé le chimique, on en est sûr et certain, c'est pas le gouvernement légal de Damas. Le premier Donc vous êtes en train de dire quand même le gouvernement légal de Damas là, a utilisé cette arme? Il se peut. Franchement, je ne pourrais pas vous répondre. Mais je suis dans le doute. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les islamistes l'ont utilisé. Et ça, je peux vous donner mes preuves. À Khan el-Assal, une localité que je connais, au sud d'Alep, il y a eu des missiles chargés de chimiques qui ont été lancés contre l'école de police et les forces légales de l'armée. Quelle preuve avez-vous que ce sont les rebelles qui ont utilisé ces armes? Alors, il y a plusieurs. Le chimique libyen n'a pas été détruit entièrement. On a des preuves que une grande partie de l'armement balistique, et ça c'est la porte-parole du Conseil national syrien qui l'a dit, qu'une grande partie de l'armement au début venait de Libye. Et cette même... Mais sans parler de d'armement chimique. L'arme chimique, je vais vous dire, jusqu'à maintenant, la Libye ne s'est pas débarrassée de son armement chimique, parce que ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Il faut des fours spéciaux, monter la chaleur à tel degré, dans des conditions très surveillées pour détruire cet armement. Or, on a des sources qui attestent que cette arme chimique aux mains des rebelles viendrait de la Libye, de l'État de Syrie et de Cham islamique par Zawahiri, parce qu'on a, vous vous souvenez, la certitude que Al-Qaïda et Zawahiri, le bras droit de Ben Laden, le chef actuel, voilà, a béni cela. Et on a des vidéos qui montrent les essais d'armes chimiques à l'époque où l'Afghanistan était le sanctuaire d'Al-Qaïda. En plus, ce sont les Turcs qui ont dit avoir saisi 2 kilos avec des islamistes qui allaient passer en Syrie. Et ça, comment on l'a su, je vais vous dire, c'est parce qu'il y a eu un malentendu entre le gourou turc islamiste Fethullah Gülen, qui est en Amérique et qui dicte sa politique au petit toutou d'Erdogan, et le torchon, à un moment donné, a brûlé entre Erdogan et Fethullah Gülen à propos de l'attentat de Reyhania. C'est comme ça que... À la frontière syrienne. Oui, c'est comme ça qu'on a eu cette information, parce que c'était pas dans l'intérêt des Turcs aujourd'hui de dire que les islamistes qu'ils font passer en Syrie ont du chimique. En plus, les Russes, par image satellite, ils ont détecté des missiles qui partaient de cette zone et qui allaient dans d'autres.
On a d'ailleurs aussi, vous voyez, des choses, comme vous avez souligné, cette partie était proche du palais présidentiel. Or, tout le monde sait qu'une arme chimique, avec le vent, peut contaminer. Alors, est-il possible que le gouvernement utilise une arme chimique pour tuer son président à côté du palais présidentiel? Est-ce que le président est au palais présidentiel? Oui, mais je veux dire même qu'il y soit ou pas, c'est quand même symbolique. Je ne pense pas, vous voyez. Maintenant, venons aux preuves bidons. Mais ça n'est pas exclu. Non, mais attendez, venons aux preuves bidons, toutes ces cassettes, ces vidéos qu'on nous a montrées. Vous voyez? Selon les experts, c'est faux. Pourquoi? La mousse doit être jaune ou légèrement rouge. Là, il s'agit de mousse à raser, apparemment, ou d'une autre mousse. Les gens s'énervent, tapent du pied, alors que d'habitude, c'est un état de torpeur et non pas de surexcitation. Voyez? La plupart de ces gens-là ne sont pas dans des lits d'hôpitaux, ils sont couchés sur, n'est-ce pas, côte le à parquet. côte. Non, il y a... Maintenant, des gens ont reconnu, sur certaines vidéos, que ces enfants-là ne sont pas de la Routa de Damas. Leurs parents ont été massacrés, et les gens qui, soi-disant, les soignaient dans les vidéos étaient leurs bourreaux. C'est des enfants alaouites ou chrétiens ou kurdes, et leurs proches les ont reconnus. Vous voulez dire qu'il Vous y a voyez, de la manipulation? Il y a de la manipulation, tout comme pendant la guerre d'Irak, on a pris la fille de l'ambassadeur Koueti pour jouer à l'infirmière qui a vu de ses propres yeux l'armée irakienne arracher les tuyaux des couveuses à l'hôpital. Tout ça, c'est... On est quand même dans la communication, évidemment, mais il n'empêche que... Pardon, l'arme chimique existe dans ce pays. Oui. Aujourd'hui, si la Syrie dit oui, je signe la convention et j'admets l'intervention, la présence d'experts pour examiner ces armes et les détruire par la suite. Donc ça veut dire que l'arme chimique existe. Maintenant, nous dit-on que la Syrie commence à cacher, à dissimuler ou à éparpiller ces armes chimiques, c'est-à-dire qu'au lieu de les garder à l'ouest du pays dans une zone où principalement sont stockées ces armes, on commence à les stocker dans une cinquantaine d'endroits pour, encore une fois, gagner du temps, faire perdre justement du temps aux experts qui vont arriver et voilà, faire traîner les choses. C'est du blabla, ça. Ça tient pas la route. C'est du blabla. Pourquoi? Je vais vous dire. Tout pays qui n'a pas le nucléaire et qui appartient surtout au tiers-monde et qui est en état de guerre depuis plus de 60 ans, à mon sens, a le droit d'avoir des armes de dissuasion. Le nucléaire du pauvre, comme on dit, c'est le chimique. Mais quand vous dites la Syrie a des armes chimiques, a des vecteurs, oui, la Syrie a des centaines de milliers de missiles. Et là, l'industrie du chimique, comme de tout, si vous voulez, obus, vous voyez. Mais c'est pas parce qu'on a du chimique qu'on l'a utilisé, vous voyez. Il en est de même du nucléaire. Israël a du nucléaire. C'est même plus dangereux que le chimique, ou au moins aussi dangereux. Elle a également du chimique, Israël. Elle a signé, mais pas ratifié. La convention. Donc c'est un peu un cadeau empoisonné à Israël, cette affaire du chimique. Parce que si la Syrie est prête à détruire, vous voyez, il faudrait bien qu'Israël détruise son stock chimique et pose en même temps le problème du nucléaire. Alors vous me dites, oui, mais Israël n'a jamais fait usage de son nucléaire et n'a pas l'intention de le faire. Je vous dirais, c'est faux. En 1973, ce sont les Américains qui ont établi le pont aérien pour aider Israël parce qu'ils ont vu par satellite qu'Israël avait armé certains avions de missiles nucléaires. Parce que Israël était aux abois les 3 premiers jours de la guerre. Vous voyez? Donc, ce qu'on omet ici en Occident, c'est que il y a les méchants, c'est Bachar el-Assad et les Alaouites. Là, permettez-moi de rectifier ce qu'a dit Chagnon un peu. L'armée syrienne ne peut pas être formée que d'Alaouites.
C'est une armée il n'y a pas autant d'Alaouites pour de 438 000 hommes, soldats sous les armes. Il a parlé surtout d'officiers. Oui, mais il y a des officiers sunnites aussi. Qui désertent l'armée pour certains. Le ministre qui déserte l'armée, non. Il y a qui Tlas, le petit toutou de l'Occident. Il y a quelques centaines d'officiers qui ont quitté, qui sont allés en Turquie ou... Très bien. Quel est le nombre? Vous avez un chiffre précis des généraux syriens? C'est ce qu'on entend. Oui. Peut-être que ceux qui ont quitté, ça doit représenter un tout cassé 5 à 7%. Et ceux qui ne quittent pas l'armée, est-ce que c'est par crainte ou c'est par conviction? Pas du tout. De rester à côté de Bachar. L'armée syrienne, à mon sens, aujourd'hui, j'en suis très fier. Il y a des Arméniens, il y a des chrétiens, il y a des Kurdes, il y a des Druzes, il y a des chiites, il y a des Ismaéliens, il y a des Yézidis. Tout ça forme la Syrie vivante, cette mosaïque d'ethnie. Et si vraiment Assad ne se fondait que sur les Alaouites, ça ferait longtemps qu'il aurait été détrôné et déboulonné. Mais justement, l'armée est unie, parce écoutez, mettez-vous à la place d'un Syrien, vous ne l'êtes pas. Vous avez des bandes, des hordes barbares, comme au Safar Barlik, qui s'attaquent, qui violent les femmes, qui tuent les enfants, qui, à peine vous dites 3 fois « Dieu est grand, Allahu Akbar », ça y est, vous avez droit à violer la femme, à piller la maison, et même toutes ces fatwas, ces verdicts religieux fous qui appellent à la haine confessionnelle. Comment voulez-vous que quelqu'un de l'armée régulière dise « Moi, je vais rejoindre l'opposition » ? C'est impossible. D'ailleurs, cette opposition, l'ASL, c'est du papier. Ça n'existe pas, l'armée syrienne libre. Ça n'existe que dans l'imaginaire de Fabius. Sur le terrain, on a 3-4 bons hommes qui sont à Istanbul dans un hôtel 5 étoiles, parce que, vous voyez, ces opposants de la coalition, c'est le club des 5 étoiles. Les plus riches ont eu droit à une carte American Express, comment vous appelez ça, la carte là, où il faut dépenser 200 000 € par mois, d'autres une carte moindre, et ils s'affichent... La Gold, peut-être, la Gold. Non, plus que la Gold, je ne sais plus comment ça. Centurion, je crois, un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Ne posez pas je ne suis pas spécialiste des cartes, mais vous voyez, non, c'est pas possible. Le peuple, si Assad reste au pouvoir, c'est aussi oublier la Syrie. C'est que cette bataille est une bataille mondiale. On est là dans le premier épisode de la Troisième Guerre mondiale. Et la Chine, la Russie, l'Iran, aujourd'hui la conférence de Shanghai, qui est le répondant à l'OTAN, qui se forme, ne permettra jamais aux Occidentaux de transgresser la loi internationale et de casser un pays. Alors justement, d'abord on va lancer un appel à nos auditeurs qui voudront poser des questions à notre invité Bassem Tahan ou intervenir, apporter leur opinion sur le sujet. C'est au 01 43 53 20 74 et vous pouvez aussi nous écrire à réagir@radio-hypefm.com et puis nous prendrons vos messages et nous les transmettrons en direct durant cette émission. Alors, justement, la question qu'on se pose parfois, c'est la Russie, on comprend, il y a une base militaire, stratégiquement, la Syrie, c'est important pour la Russie, il y a une présence, il y a aussi un passé qu'il faut pas oublier, il y a des alliances qu'on peut pas trahir, mais la Chine, qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel est son intérêt pour soutenir, évidemment, avec moins de virulence que la Russie, mais soutient quand même dès le début le régime de Bachar al-Assad. Vous savez, la politique chinoise, leur philosophie de la guerre, c'est gagner la guerre sans la faire. Si vous lisez les philosophes chinois, c'est ça, leur philosophie de la guerre. Il faut pouvoir tirer les marrons du feu sans vraiment se salir les mains. C'est ce qu'elle est en train de faire, la Chine. Ceci dit, je vais vous donner un secret. Nos usines chimiques en Syrie viennent de Chine. Le Canada avait refusé de nous vendre des usines modernes pour les couleurs. Nous, on achète ça pour les couleurs, pour les engrais aussi, parce que
La Syrie est un pays à vocation agricole. Quand vous dites vous, on a l'impression que vous êtes partie prenante dans cette... Bien sûr, moi je suis syrien et fier de l'être, tout autant que je suis français. Où est le problème, hein? D'ailleurs, j'ai été étonné de voir qu'on a au Parlement des Israéliens. Peut-être la prochaine fois, je vais me présenter, tiens. Parce que ça manque au tableau, qu'on ait un arabe et en même temps français parlementaire. Vous voyez? Alors je continue. Sur la Chine. C'est la Chine, je connais le négociateur. Il leur a dit, mais pourquoi vous voulez nous vendre des usines modernes en falsifiant les papiers? Et pourquoi vous voulez nous rendre ce service? La réponse du négociateur chinois a été la suivante. Vous êtes asiatique comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, la Chine n'est pas dupe de ce jeu occidental. D'ici 10 ans, la Chine va être la première puissance économique du monde et au niveau militaire, une des plus grandes puissances au monde également. Mais lointaine. Lointaine géographiquement, vous savez, maintenant les missiles n'ont pas besoin. Pourquoi Israël a tant peur? Les États-Unis aussi sont loin, mais sauf que les États-Unis ont déjà leur base, leurs accès. Méfiez-vous parce que la Chine a envoyé des bâtiments de guerre vers la Méditerranée, là récemment. Et vous avez vu que la Chine, dans la conférence de Shanghai hier, a soutenu à fond la proposition russo-chinoise, pratiquement, syrienne, d'accepter la Syrie au sein de cette convention antichimique et d'arrêter et à refuser le projet de résolution française. Donc la Chine aussi, pourquoi le Proche-Orient l'intéresse beaucoup? C'est un problème d'énergie. Alors, comme son énergie, à près de 30%, vient de l'Iran et des pays du Golfe arabo-persique, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite et des Émirats, elle ménage la chèvre et le chou. Elle veut continuer à profiter du pétrole iranien, mais en même temps de l'Arabie saoudite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va avaler des couleuvres dans ce conflit syrien. Surtout que en Libye, elle a perdu beaucoup. Vous voyez? Et là, elle ne compte pas perdre les marchés du Moyen-Orient. Alors, Bassam Tahan, essayons de voir aussi la position de l'Occident d'une manière générale par rapport à cette intervention militaire, mais aussi la position de la France. L'opinion publique pourrait ne pas comprendre pourquoi la France, quand il n'y a pas une grosse coalition autour de ce projet, pourquoi la France allait presque seule ou seulement avec les États-Unis frapper la Syrie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants français? Quelle est la philosophie de l'État français par rapport à cette région? Pourquoi elle veut absolument intervenir, sachant, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'en face, c'est-à-dire en frappant le régime de Bachar al-Assad, c'est la laïcité qu'on frappe en quelque sorte, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la laïcité que la France veut frapper, évidemment. Mais en face, elle va encourager les rebelles que vous avez décrits tout à l'heure. Alors, quelle est la logique? Il y a sûrement une raison valable pour cette intervention. Alors, vous voyez, moi je dirais au gouvernement français que s'il y a des frappes à faire, c'est contre, comme Alain Jules, n'est-ce pas, un polémiste que j'aime bien, il a appelé ces rebelles les amis de Hollande. S'il y a des frappes à faire, c'est contre les amis de Hollande. Permettez-moi, là, c'est-à-dire ces islamistes-là. Oui, mais c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Pourquoi on va louer des avions de transport de troupes au Mali, hein, et là, on aide en donnant des gilets pare-balles aux islamistes qui vont s'attaquer à une population civile? Moi, je suis d'Alep. Tous les jours, j'appelle Alep quand ça marche. C'est invivable. C'est une ville de 3 millions d'habitants qui est encerclée de toutes parts par des islamistes. Le tiers de la ville est encore aux mains de l'armée régulière. C'est essentiellement les quartiers musulmans modérés
et les quartiers chrétiens. Le quartier qui a le plus souffert, parce qu'il est sur la ligne de démarcation, c'est le quartier arménien du Médin, où Saint-Vartan, un asile pour des musulmans, pour des réfugiés irakiens, pour tout le monde, a été détruit, vous voyez, par des islamistes. L'église arménienne, la première église qui a été détruite après celle de Homs, quand on est passé au nord, c'est l'église du Médin arménienne. Vous voyez, c'est impossible cette affaire-là. Excusez-moi. Les Français, donc, s'ils ont à frapper, c'est les rebelles. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en France? Alain Juppé s'est trompé dès le départ. Alain Juppé? Oui. Je vais vous raconter l'historique brièvement. Les Américains ont acheté quelques intellos farfelus à Paris. On les ont achetés en leur donnant soit la CIA qui payait, soit des fonds d'État, en créant des sociétés écrans de réformes arabes, vous voyez, d'associations bidons pour aider la démocratie. Ça, c'était le plan de Bush fils. Et ça a marché un peu, hein. Après l'invasion de l'Irak, il a encouragé cette manière de faire. Ils ont bluffé Juppé, ces gens-là. C'est le club de Paris 5 étoiles. À quel moment? Ça a été juste au début du printemps arabe. Pendant tout ce temps-là, vous voyez, ils étaient les amis des Américains, investis, aidés par les Américains. Et on revient à la théorie des constantes et des variables. La variable, printemps arabe. La constante, il faut éliminer la Syrie. Donc, ils ont fait la liaison avec toutes ces associations qui se trouvent en France et ces personnalités. Suite à cela, après cette erreur colossale, le gouvernement socialiste en a hérité. Il s'est trop engagé, il s'est trompé. Et là, mettez-vous à la place de Hollande et de Fabius. Mais ils vont perdre la face s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de frappe. Si Assad les nargue et leur fait un pied de nez... Mais il n'y a pas que Assad qui les nargue, il y a aussi les Américains et les Russes. Aujourd'hui, la France s'est mise en avant, a proposé de frapper la Syrie, etc. Il y a des négociations depuis hier à Genève entre John Kerry et Sergei Lavrov. La France est absente. Fabius, il a Kerry au téléphone, mais pas, il n'est pas autour de la table. Vous avez raison. Vous avez raison, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour le monde entier, quand même, ça reste la Syrie qui nargue, oui. Peut-être qu'Assad restera, il sera réélu. Et Fabius ne sera plus ministre des Affaires étrangères, et comme c'est arrivé à Juppé, et que Hollande ne sera pas réélu. Vous voyez? Mais il faut quand on commet une erreur, il faut la reconnaître. Ne pas la reconnaître, c'est se tromper doublement. Alors, Bachar Tahan, il y a forcément une autre raison économique, géostratégique. Économique. Parce que, vous voyez, l'Arabie Saoudite, et avant le Qatar. Le Qatar a investi plus de 20 milliards en France. En contrepartie, on avait vendu la peau de l'ours avant de le tuer. On avait vendu la peau d'Assad. Le Qatar vient, voilà, 10 milliards d'investissement. C'est l'ambassadeur du Qatar à Paris qui l'a dit, je n'invente rien. Cette guerre, s'il y avait frappe, elle est couverte de A à Z par les pays du Golfe. Les États-Unis ne dépenseront rien. Quand le Congrès lui a dit à Obama, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour faire cette attaque, il a dit sur des fonds spéciaux qui ne sont pas américains. La réponse était claire. Donc il y a, mais moi je vous donne une autre solution. La solution économique pour la France, ce n'est pas de tourner le dos à l'Iran. Aujourd'hui, si la France rétablissait ses liens avec l'Iran, elle sortirait de la crise économique. Nous, l'argent qu'on reçoit du Golfe, c'est vrai, c'est des investissements. D'ailleurs, moi, je ne suis pas si optimiste sur tout cet argent-là. Peut-être qu'un jour, il va y avoir un froid et qu'on va geler tous les avoirs du Qatar en France. Attendez, c'est pas... Dites-moi, il y a 200 milliards libyens, d'argent libyen. Pourquoi il n'a pas été rendu à la Libye libre? Où est cet argent-là? Dites-moi, où est cet argent-là? Dites-nous. L'argent égyptien, il n'a pas été rendu à l'Égypte.
Vous voyez, c'est dommage pour un Occident qu'il soit aux valeurs chrétiennes ou aux valeurs laïques. Qu'est-ce qui empêche la France, mais également les États-Unis, de changer leur relation avec l'Iran? Quand le nouveau président a été élu, sachant bien d'où il venait, qu'il était un proche de Khomeini, qu'il avait fait partie, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce qu'on parle de lui comme étant à l'opposé d'Ahmadinejad, donc ça rassure un petit peu les Occidentaux, mais ça c'est encore un coup de communication. Mais finalement, ce président-là a montré des signes de volonté d'améliorer les relations avec l'Occident, etc. Est-ce que ça n'est pas, comme vous venez de le dire d'ailleurs, la solution de voir les choses autrement, de faire table rase de toutes ces années avec les projets depuis Kissinger jusqu'à Rice, de créer un Moyen-Orient différent, avec un projet assez diabolique apparemment, parce qu'on voit depuis 30 ans, 40 ans, on ne voit que cette région-là dans les journaux de 20 heures depuis notre enfance, comme s'il n'y avait pas d'autres conflits dans le monde. Que faire pour changer la situation, puisque vous êtes dans les propositions? Alors, moi, j'ai proposé à l'Iran, pareil, de marquer une pause dans le nucléaire et de négocier. Et ce sera encore Mais une pause, ça rassure pas. Pourquoi ça rassure pas? Pourquoi, dites-moi, vous êtes rassuré qu'Israël ait 200 à 300 ogives nucléaires, selon les centres britanniques stratégiques, n'est-ce pas? Et on n'est pas rassuré dans notre pays. Non, on n'est pas rassuré. Quand on a le nucléaire, personne n'est rassuré. Ben voilà, donc il faut, vous voyez, je ne vois pas pourquoi un grand peuple indo-européen, comme les Perses, qui est une des plus vieilles dynasties du monde, tout comme les Arméniens, c'est le plus vieil État chrétien du monde. Ne serait-ce que pour ça, il faudrait que la France change de politique vis-à-vis de l'Arménie et des Arméniens. J'en parle parce que je suis à votre radio arménienne, mais moi je n'ai cessé d'enseigner le génocide à l'ENSTA pendant 30 ans et à Polytechnique. Et ça, bon, je ne le clame pas, je veux dire, c'est un devoir moral. Et j'irai même plus loin. C'est tout en votre honneur. Comme l'Allemagne a payé pour la Shoah des dommages et intérêts à Israël, aujourd'hui la Turquie doit payer. Et on n'acceptera pas l'argent. Il faut payer en concession territoriale. Cette terre arménienne, on a rasé des dizaines de bourgs, de villages, de petites villes prospères, qui faisaient la fierté de ces Asies mineurs, doivent retrouver leurs vrais propriétaires. La Cilicie, c'est pareil. Cette Turquie n'est pas unie. On l'a bien vu, elle n'entrera jamais en Europe. Elle n'a pas les valeurs européennes. Vous voyez, il est temps que la Turquie éclate et qu'on ait une nouvelle Turquie, beaucoup plus humaine, plus respectueuse des valeurs, voyez-vous. Alors, dans les propositions, moi je vous dirais, il faut absolument arrêter ce soutien à la Turquie. Parce que la Turquie, aujourd'hui, essaie de s'infiltrer même en France par Fethullah Gülen. Demain, Fethullah Gülen va couvrir la France d'écoles islamistes et va profiter du problème de l'immigration en France pour nous former une 5e colonne anti-républicaine. Il l'a déjà commencé au Maroc. Ça inquiète les Marocains. Le gouvernement marocain, j'en parle parce que j'ai été consultant au gouvernement marocain pendant des années. C'est inquiétant ce qui se passe. Vous savez, la Turquie, c'est pas uniquement la Turquie. Israël, c'est pas uniquement Israël. Tout comme il y a un lobby sioniste qui dicte, qui influence la politique américaine, il y a un lobby turc aux États-Unis, vous voyez, et qui continue à ignorer le génocide arménien. Ça crève les yeux. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Me permets de poser, messieurs, et je me permets de poser les questions du candidat.
Nous vous écoutons. Quel est l'intérêt des religieux iraniens à défendre plutôt le régime d'Assad, le régime laïque d'Assad, tel que ce monsieur l'a décrit, plutôt que les intégristes islamistes? Ça, c'est le volet 1, la question 1. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais bon, il y a sûrement une réponse plus précise. Deuxièmement, les Turcs, par la voix d'Erdogan au Zénith de Paris en avril 2010, avaient promis d'éradiquer toutes les composantes de la diaspora arménienne, dont celle, bien sûr, de Syrie. N'ont-ils pas poussé au conflit pour profiter de cette occasion afin d'accomplir leur basse besogne? Et en parallèle, est-ce que les Turcs activent les miliciens étrangers? A-t-on des preuves? Les miliciens étrangers en Syrie, par exemple tels que les Azéris ou les Tchétchènes, etc. Combien sont les Azéris d'ailleurs? Combien y a-t-il de miliciens azéris, de mercenaires qui viennent combattre contre Assad? Voilà. Merci pour votre intervention, pour ces questions. Alors, essayons d'y répondre, Bassam Tahan. Donc, les religieux iraniens, pourquoi ils soutiennent les laïcs syriens? Alors, permettez-moi de dire d'abord que les religieux iraniens, quand ils sont arrivés au pouvoir, tout le monde a cru qu'ils allaient faire un truc ultra chiite, ultra religieux. Mais regardez, l'Iran a un parlement. L'Iran est une république islamique, oui, mais c'est une république quand même. Est-ce que les Arméniens d'Iran ont souffert de l'arrivée des mollahs? Je ne pense pas. Par contre, comparez ces deux islams. Un islam chiite qui ne veut plus dissimuler qu'il est chiite, qu'il a été persécuté pendant des siècles. C'est fini ce temps-là. Parfois, c'est même du triomphalisme. C'est de la provocation. Oui, je le concède. Mais au moins, il n'a pas ces trois composantes de l'islam sunnite ultra-orthodoxe si dangereux pour le monde. Le danger pour le monde, c'est pas l'Iran. C'est l'islam wahhabite d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'il considère tout ce qui n'est pas wahhabite comme kafir, mécréant. Le mouvement wahhabite a massacré des chrétiens, a massacré les descendants du prophète à la Mecque, a poussé toute la tribu hachémite, descendants du prophète, à aller en Jordanie. Dans la première expansion wahhabite, il y a tous les chrétiens de Salkhad qui ont été poursuivis par les wahhabites. Ils se sont réfugiés dans le Horan syrien. La majorité de la petite ville au sud de Damas, Khabab, vient de ces chrétiens qui ont été obligés de quitter le nord de l'Arabie pour venir en Syrie. Vous voyez, il y a cette idée de takfir, c'est-à-dire on vous frappe d'anathème si vous ne pensez pas comme eux. Et il y a l'idée de djihad, cette guerre sainte déplacée. Mais dites-moi enfin, en quoi la Syrie est un pays qui mérite d'avoir des djihadistes? C'est pas l'islam qui est en danger. Alors justement, la troisième question et la deuxième, on va y revenir, la présence de djihadistes non syriens, c'est-à-dire là spécifiquement l'intervenant parlait d'Azéris, de Tchétchènes, et c'est vrai qu'on a vu des passeports de rebelles azéris morts pendant les combats, et on a découvert que c'était des Azéris. Pourquoi ils viendraient se battre en Syrie? Je reviens à Alep. Et c'était justement à Alep. À Alep, quand j'étais petit, tous ceux qui travaillaient à la boulangerie, on les appelait Soussani. Soussani, c'est en fait tchétchène. D'où venaient ces Soussani? Voyez la belle Syrie. Elle a été une terre d'asile pour tous les persécutés du monde. Quand le tsar russe persécutait ces Tchétchènes, ils se réfugiaient en Syrie. Et il y a des familles tchétchènes qui remontent. Attendez, laissez-moi faire la transition. Voilà. Et maintenant, vous voyez comment on est récompensé. On nous envoie des Tchétchènes faire la guerre chez nous, alors que nous, on a accueilli les Tchétchènes qui ont été persécutés par le tsar.
à maintes fois. Voilà. Alors, ça répond à quoi? Ça répond au mauvais jeu des Américains. Les Américains se sont servis d'Al-Qaïda en Afghanistan pour casser l'Empire soviétique. Ils ont toujours flirté avec le mouvement extrémiste religieux. Tantôt Al-Qaïda, qui n'est pas frère musulman. Tantôt avec les frères musulmans. On l'a vu en Égypte. Vous voyez? Tantôt avec toutes les autres tendances. Pour les Américains, utiliser ces Tchétchènes, ces Ouzbeks, tous ces gens qui viennent des ex-républiques soviétiques musulmanes, c'est préparer une bombe à retardement contre la Russie. Ah, si la Syrie tombe, le flanc du Caucase russe va être entièrement infiltré par ces islamistes. Il en est de même de la Chine. Tout à l'heure, vous m'aviez dit les Chinois. Il y a les Ouïghours en Chine. La Chine ne sait plus quoi faire avec cette minorité ethnique et religieuse. Hein? Les Ouïghours ont été dispatchés en Chine, on a essayé de les intégrer. On rappelle que il y a 2-3 ans, il y a eu des exactions, il y a eu 18 morts parmi eux, et Erdogan a considéré qu'il y a eu un génocide. Les Ouïghours qui ont récemment posé des bombes en Chine, il y a 21 Ouïghours. Selon l'agence chinoise, j'invente rien, avaient reçu leur entraînement en Turquie et se sont perfectionnés à Alep. Alors pourquoi Alep est ce nom de la Syrie? Parce que c'est la région la plus proche, puisque Erdogan, c'est un ottoman fasciste. Hein? Ce n'est pas de l'islam modéré. Non mais arrêtez, enfin, il faut appeler un chat un chat. Hein? En quoi Erdogan a joué la carte de l'islam modéré? Si vraiment il l'était, vous voyez, pourquoi il veut construire une mosquée sur la place, là, Taksim? Pourquoi il veut jeter un pont en le baptisant du nom de Selim Ier qui a massacré des centaines de milliers d'Alévis? Pourquoi il obéit à Fathollah Gülen, qui est le grand gourou de l'expansionnisme de la sunna ultra-orthodoxe dans le monde? Alors, notre auditeur posait aussi une question très intéressante sur cette volonté affichée du Premier ministre turc d'éradiquer un petit peu les différentes composantes de la diaspora arménienne. Et il dit, quelle belle occasion, comme ça on va frapper déjà les Arméniens d'Alep, ou de Syrie d'une manière générale, et cette communauté arménienne de Syrie, une des plus importantes dans la diaspora arménienne, et une des premières, puisque ce sont les premiers qui sont arrivés sur cette terre après le génocide de 1915 à 1920, 22, 23. Et est-ce que vous pensez réellement que la Turquie utilise l'occasion pour frapper la communauté arménienne de Syrie? Non seulement la communauté arménienne, mais la communauté chrétienne tout court. Parce que vous voyez, pour les Turcs, c'est vrai qu'ils ont massacré les Arméniens, mais ils ont aussi massacré les Syriaques. Ils ont poussé certains Kurdes à massacrer ce qu'on appelle, nous, les Ashouris, les Assyriens. Tout ça dans la Djezireh, cette corne syrienne à la frontière actuelle turco-irakienne. Vous voyez, mais ce n'est pas uniquement le cas d'Erdogan. Permettez-moi de rappeler la réaction de Bush fils, quand on lui a parlé des chrétiens d'Orient. On lui a dit, mais vous comprenez, si vous faites l'invasion d'Irak, il se peut que les chrétiens d'Orient disparaissent. Et là, bon, les Arméniens font partie des chrétiens d'Orient. Vous voyez? Quelle était sa réponse? Mais est-ce que c'est si important? Ces chrétiens d'Orient sont hérétiques. C'est-à-dire, finalement, Bush est aussi takfiri que les islamistes d'aujourd'hui. Parce que quand vous traitez quelqu'un d'hérétique, il est hors de l'Église, n'est-ce pas? Et alors, et une autre réaction, permettez-moi là aussi, je n'enfonce pas des portes ouvertes. Quand Sarkozy a reçu le patriarche maronite, ici à Paris, le patriarche maronite a un peu fait l'avocat du diable, disons, en défendant Assad. Ça c'est sûr, je connais des gens très proches de lui, en disant que méfiez-vous là, ça va se retourner contre tous les chrétiens d'Orient. Il a dit, mais il y a combien de chrétiens
Il y a quoi? Vous êtes 1,5 million de Maronites? Mais on va vous faire venir en France. Puis l'affaire est close. Regardez la bêtise. La bêtise de tous ces gens-là, ces hommes politiques. C'est comme si on allait dire, je sais pas, à un Auvergnat, bon, ben maintenant l'Auvergne, oublie l'Auvergne, on va t'installer en Roumanie. C'est très beau la Roumanie, mais moi je suis Auvergnat, je veux manger mon saucisson Auvergnat. J'ai souvent des références culinaires, vous excusez, j'aime la gastronomie. Nous aussi. Alors, nous avons une réaction par email de Nanor qui nous dit une question très pragmatique. Comment la Syrie peut-elle se débarrasser des terroristes étrangers qui combattent actuellement en Syrie compte tenu du vivier important et douteux, entre parenthèses, sachant que ceux-là sont également soutenus logistiquement, entre parenthèses, dont fourniture d'armes légères par la CIA il y a quelques semaines, par des puissances étrangères. Car pour moi, ce sont eux et leur folie qui servent d'armes par les puissances opposantes au régime. Pourquoi les Occidentaux n'attendent tout simplement pas les élections de l'année prochaine? Pourquoi les Anglais se sont retirés officiellement de la guerre? Alors, il y a plusieurs questions là. Pour les Anglais d'abord. Comment se débarrasser? Moi, je crois, je l'ai dit tout au début des événements, il faut arrêter d'armer les rebelles. Ça, c'est contraire à nos lois de la République. Vous armez des terroristes, mais il y a aussi un danger. Mais ce sont des vœux pieux. Oui, non, mais c'est-à-dire, il faut que Valls, n'est-ce pas, réfléchissent à cela. Ça va être une pépinière de djihadistes qui vont allumer les banlieues d'ici quelques temps. Je ne veux pas jouer aux visionnaires. Oui, mais parlons pas seulement des quelques musulmans jeunes de France qui sont partis en Syrie. On peut en parler, mais d'une manière générale, Nanol pose la question de savoir les djihadistes, vous l'avez dit, et tout le monde admet l'idée que ce sont des proches ou des gens de Al-Qaïda, ce sont des salafistes, ce sont des gens qui ont une vision islamistique de la société et qui peuvent représenter un danger pour les Occidentaux à l'avenir proche. Alors, pourquoi les soutenir et comment s'en débarrasser? Vous voulez ma théorie, enfin, qui est un peu osée, je vais vous dire. Moi, je trouve que l'Occident est anti-musulman, d'une manière naïve, et perfide parfois, diabolique, voire. Pour le moment, ils veulent casser la Syrie et le croissant chiite. C'est les chiites qui sont sur la sellette. Rien ne nous dit qu'après cela, ça va être le tour des sunnites. Parce que là, ils jettent de l'huile sur le feu entre les deux communautés. Ils ont découvert qu'il y avait une adversité, une inimitié entre ces deux communautés chiites sunnites depuis 14 siècles. Alors ça, le Pentagone, pour lui, c'est la révélation, c'est le Saint-Esprit qui a éclairé les esprits du Pentagone. Qu'il fallait. Mais qui nous dit qu'après, ça va pas être, je vous dis, le tour des... Écoutez, est-ce qu'en Algérie, il y a des chiites? Non. C'est un sunnite. Tout le monde est sunnite en Algérie. Pourquoi tant d'acharnement à détruire l'Algérie comme dans mes scénarios? L'Algérie est programmée. On a rasé l'Irak. On va raser la Syrie. L'Égypte, c'est un cas urgent. Vous voyez, rien ne nous dit que demain, il n'y aura pas une armée libre égyptienne et que ça va être une guerre civile en Égypte. Après, ça va être l'Algérie. Il ne faut pas. Alors, évidemment, c'est pas un fantasme. C'est vrai que le lobby sioniste est important aux États-Unis. Et le lobby sioniste ne dicte pas tout. Il y a une bêtise. Il y a un manque de connaissance de la réalité des choses au Proche-Orient. Bassam Tahan, en dehors de ces lobbies dont vous parlez, il y a aussi les intérêts propres à ces États. Je veux dire, une vision géopolitique, géostratégique. Vous parliez tout à l'heure de cette confrontation entre le front. Maintenant, on parle de cette conférence de Shanghai, c'est-à-dire que la Russie, la Chine et tous ces pays qui étaient hier au Kirghizistan, je crois, dans leur conférence.
Donc, c'est pas juste des lobbies, c'est aussi des fronts. C'est vrai. Vous avez entièrement raison. L'intérêt des États-Unis est de casser la Russie et la Chine, de les affaiblir. Si le projet de gaz du Qatar, vous voyez, le gazoduc passe, et tous ces projets, n'est-ce pas, ça va marginaliser le gaz russe, et ça va affaiblir la Russie. Pourquoi on commence par les chiites et pas par les sunnites? Parce qu'aujourd'hui, les pays sunnites les plus riches sont vendus à l'Occident. C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, tous ces pays riches. D'accord? Qui est le gros producteur et qui donne l'énergie à la Chine? C'est l'Iran. Donc, les Américains, excusez-moi, ont tout intérêt à casser l'Iran pour priver la Chine de l'énergie iranienne, à casser la Syrie également pour avantager le gaz des pays du Golfe contre le gaz russe. Vous voyez? Et faire baisser les prix, oui. Parce qu'on a vu il y a quelques années, quand le prix du pétrole est monté, d'un seul coup, la Russie s'est enrichie très rapidement et ça a consolidé le pouvoir de Poutine. Je vais être cynique. Que le pétrole augmente ou pas, vous voyez, les Arabes n'en tirent pas profit. Dites-moi, depuis le début, 1905, Gulbenkian, les recherches de pétrole en Arabie, en quoi, n'est-ce pas, ce monde arabe a vraiment profité des rentes pétrolières qui ont atteint parfois le prix du baril $150. C'était énorme. En quoi? C'était pour financer la guerre de Saddam contre l'Iran, pour financer, n'est-ce pas, la guerre contre Saddam, pour reconquérir l'indépendance du Koweït, qui avait disparu de la carte, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. C'est une malédiction, ce pétrole, pour les Arabes. Vivement, qui ne connaît plus de pétrole. Pourquoi la Syrie est un grand pays? L'Égypte est un grand pays. Parce qu'il y a un développement... Parce qu'ils n'ont pas de pétrole. Et ils ont été obligés de se creuser les méninges pour trouver des solutions économiques. Pourquoi la Syrie a... Et c'est vrai que dans ces pays-là, on voit plus de chercheurs, plus de scientifiques, plus d'universités, plus d'industries dans un sens classique. Regardez par exemple, les rares prix Nobel en sciences ne viennent pas d'Arabie Saoudite. C'est soit des gens franco-syro-libano-palestiniens ou égyptiens. Il y a des prix de recherche en mathématiques, en physique, et c'est ça qui est dommage. On est en train de détruire les nations, États, qui sont les plus proches des démocraties occidentales, et en train d'encourager les monarchies qui sont les plus éloignées de la démocratie. Comment voulez-vous qu'un Français moyen puisse admettre cela? Alors, avant de terminer l'émission, n'oublions pas de répondre aux questions de notre intervenante par email, Nanol, qui posait la question par rapport à l'élection l'année prochaine, parce qu'il y a une élection présidentielle programmée en Syrie. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une élection? Est-ce que les gens iront voter? Est-ce que Bachar al-Assad va se représenter? Si oui, est-ce qu'il a la légitimité? Oui, je ne vais pas jouer à Madame Soleil, parce que c'est très difficile, on ne sait pas comment ça va évoluer. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait une frappe. Mais là, s'il y a une frappe, on dit, n'est-ce pas, l'expression consacrée, la boîte de Pandore, la boîte de Pandore n'est rien. Parce qu'avec tous les missiles qui existent dans la région, vous vous rendez compte? Vous croyez que Assad va supporter qu'on l'humilie encore une fois et qu'on le bombarde? Et là, tout le projet... Et si Assad part, c'est-à-dire personnellement, si par une bombe il est touché, à un moment donné, il y a eu une rumeur comme quoi son garde du corps l'aurait assassiné. Voilà. Imaginons un instant que Bachar al-Assad n'existe plus. Est-ce que le régime tombe ou le régime ne s'appuie pas sur la personne de Bachar al-Assad? Il ne s'appuie pas sur la personne de Bachar al-Assad. Il s'appuie sur un parti, qui est le parti Baas, où il y a des chrétiens, des arméniens, des musulmans sunnites, et je vous continue, n'est-ce pas, la kyrielle, le chapelet de toutes les minorités ethniques. Et des majorités. Ah oui, bien sûr. Mais beaucoup de sunnites ne veulent pas de ces islamistes.
Mais les pauvres, ils sont otages. À Alep, les gens musulmans sunnites des quartiers sunnites, on en a marre de ces Tchétchènes, on en a marre de ces Azéris, Ouzbeks, Somalis. Vous vous rendez compte quelle honte? On voyait de jeunes filles tunisiennes, parfois mineures, pour servir de prostituées, en nom d'un verdict religieux, du nikah, de la guerre sainte, c'est-à-dire de l'acte sexuel dans la guerre sainte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mettez-vous à la place d'un musulman qui a toujours prié, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cet islam que je découvre? Et quand vous pouvez aller dans un magasin à Alep, c'est marqué Mukabbar Ali, c'est-à-dire on a dit Allahu Akbar sur les produits de ce magasin, donc il est licite, halal. Et c'est quoi qu'il y a dans ce magasin? C'est tous les biens volés, pillés dans les maisons des pauvres, des bourgeois, de la classe moyenne. Vous vous rendez compte? Le musulman syrien soutient Assad, le musulman sunnite. Pourquoi? Et parce qu'il ne veut pas de ces hordes sauvages. Hein? Alors, qui c'est qui cède à la tentation? Mettez-vous dans le cas actuel. 1/3 des habitations syriennes a été rasé. Vous allez voir un pauvre homme, les petites gens. Vous lui dites, voilà $500, tu vas porter une mitrailleuse américaine ou belge ou française, et tu vas mourir pour Allah, lutter pour Allah, même si c'est pas sincère de sa part. Lui qui a des bouches à mourir, il va empocher les $500. $500, c'est une fortune par ces temps qui courent à Alep. Et il va s'enrôler. Mais ça, il suffit de couper les vivres à ces groupes terroristes. Et c'est là où Fabius se trompe complètement. Mais vraiment, on se demande comment il peut... soit il est menteur, hein, je ne pense pas qu'il soit menteur, enfin je ne sais pas. Ou alors, il n'est pas au courant, mais à ce moment-là, je ne sais pas. Quand même, derrière Fabius, il y a un ministère, on ne peut pas ne pas être au courant de tout ça. Mais justement, vous savez, l'administration française, je n'en pense pas que du bien. Hein. Ça fait 40 ans que je vis en France, je peux vous dire que si l'administration syrienne marche parfois mal, c'est parce qu'on a hérité de l'époque coloniale française. Alors, on va conclure avec ces mots. On va les prendre un peu à la légère. On va finir l'émission avec sourire, malgré la crise qui frappe ce pays que nous, Arméniens, on aime tant pour des raisons diverses, mais également et surtout parce que c'est le pays qui nous a accueillis après le génocide. C'est le peuple arabe, kurde, de toutes les communautés qui ont ouvert, malgré les souffrances qui ont été, que les Arméniens ont encourues dans ce pays pendant cette première période après le génocide, c'est quand même là que on nous a donné de l'eau à boire, du pain à manger, et nous aimons ce pays et nous aimons et nous voudrons le voir rétabli dans la paix et dans la prospérité qu'on voudrait, vous voulez. Oui, je lance un appel à tous les Arméniens de France d'abord, et à tous les chrétiens de France, que les minorités au Proche-Orient, non seulement de Syrie, du Liban, de l'Égypte, de l'Irak, de Palestine, de Jordanie, de Turquie, sont en danger, en nom de la solidarité humaine, ne serait-ce qu'humaine. Oubliez que vous êtes chrétien. Comment peut-on admettre un nouveau génocide lancé par Erdogan et son parti, par la République française qui est dans l'erreur dans sa politique? Ces gens ont besoin de nous. Ils ont parfois besoin d'armes, ils ont besoin de lait, ils ont besoin de tout. Ne les lâchons pas. Après, on va se sentir coupable quand on apprendra que sous nos yeux, il y a eu un deuxième génocide et nous, on a été leurrés, bluffés par les médias occidentaux qui ne font que défendre une politique erronée et aveugle. Merci Bassam Tahan, et donc vous avez raison de rappeler que nos pensées
doivent aller vers ces gens qui subissent cette guerre malgré eux. Je rappelle que vous êtes géopolitologue franco-syrien. Merci aussi à Gérard Chalian, spécialiste des conflits, qui nous a éclairé sur justement certains aspects militaires de cette crise syrienne. Merci à nos auditeurs, à Nanor qui nous a appelés, et je dois signaler que désormais, pour chaque carte sur table, vous allez pouvoir non seulement nous appeler et intervenir par téléphone, mais également nous écrire avant ou pendant l'émission sur réagir@radio-ipfm.com. Justement, nous avons besoin aussi de votre opinion. Merci à vous tous. J'espère être réinvité. Vous ne faites pas partie des médias officiels. Nous sommes et vous n'avez pas de liste noire. Nous sommes un média très libre. La preuve en est que tout le monde peut intervenir. Aussi bien tout le monde est invité sur notre plateau, que tout le monde peut intervenir par téléphone sans filtrage. Merci à vous tous. Vous n'êtes pas Takfiri comme Fabius. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.